C'est dimanche, bon dimanche. Je crois que j'ai lu tout Chateaubriand. Mais évidemment, sur la durée, je m'étais toujours promis qu'un moment viendrait, j'aurais du temps devant moi, je reprendrais les mémoires d'outre-tombe et je me referais une intégrale dans l'ordre. Il se trouve que j'ai jamais eu ce temps libre devant moi, et pourtant, les mémoires d'outre-tombe, comment je fais ? Je fais comme je fais depuis ma première intégrale, c'est-à-dire que tu repères une histoire, un vague souvenir, et puis tu rentres. Ou alors tu relis le début, parce que qu'est-ce qui fait qu'on est happé dans les mémoires d'outre-tombe ? Bien sûr, ce début gigantesque, sans lequel il n'y aurait pas Nerval, il n'y aurait pas Proust. Vous vous en souvenez un petit peu, la naissance orageuse, Saint-Malo, et puis ensuite ce vieux château de Combourg, et puis toutes ces scènes, le père qui fait les allers-retours dans la pièce qui n'est pas éclairée que par la cheminée, où la mère, les deux sœurs et lui, le vicomte, se tassent, la mère et ses enfants. Quand le père s'éloigne, on se met à chuchoter, on parle. Quand le père revient, on se tait, et ça continue. Puis après, l'enfant, pour prouver qu'il doit être un homme, qui doit monter cet escalier avec le chat enterré dans les murs. Oh là 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 là. Mais surtout ces autres choses, c'est-à-dire la réminiscence. Vous entendez le cri d'une chouette à la vallée aux loups, et le cri, la réminiscence sonore vous transporte dans l'enfance à Combourg. Et puis Combourg, c'est aussi Lucile, c'est-à-dire Chateaubriand a deux sœurs, les deux seront écrivains, la comtesse de Farcy, F-A-R-C-Y, la sœur aînée, peut-être plus lointaine, mais toute l'enfance, c'est Lucile et François René, tout le temps, ensemble. Et qui c'est la poète ? C'est Lucile. Qui c'est les aperçus, les intuitions, la radicalité ? C'est Lucile. Quand son petit frère parle, c'est elle qui lui dit « Tu devrais le peindre ». Et là, la scène par laquelle Chateaubriand prend au sérieux cette injonction, évidemment, ça fait pas mal. Alors ensuite, ça continuera tout le temps, toutes ces scènes d'anthologie. Alors on le voit bien, le pauvre Chateaubriand en exil ou en voyage aux USA, s'écrabouillant dans les chutes Niagara, son cheval, tout ça. C'est de la fiction, ouais. Mais est-ce que cette part de fiction diminue quoi que ce soit à la mécanique et à la phrase et à ce que ça travaille en nous ? Non. Alors il y a tellement de pistes pour partir que je ne savais pas trop par lesquelles commencer. Juste peut-être pour être quand même dans ce début, le premier moment où il vient à Paris. Parce que là, peut-être pour moi, littérairement, il y a ce qu'on peut trouver dans Chateaubriand qui dépasse de toute façon le bonhomme et qui fait que cette écriture par les sensations, la perception, par la distance, eh ben, il y a un franchissement qui s'effectue là que le reste de la littérature n'a pas encore conquis et qui se réinventera peut-être seulement en bonne partie chez Flaubert, qui viendra visiter Combourg, vous savez, c'est dans Par les champs et par les grèves, dans un moment où lui et Maxime Ducamp explorent tous les hangars, toutes les pièces, parce que c'est rien qu'une ferme en ruine, inhabitée. Passage merveilleux de Par les champs et par les grèves. Première arrivée à Paris. Une femme monta devant moi un escalier noir et raide, tenant une clé étiquetée à la main. Un savoyard me suivit, portant ma petite malle. Arrivé au 3e étage, la servante ouvrit une chambre. Le savoyard posa la malle en travers sur le bras d'un fauteuil. La servante me dit « Monsieur veut-il quelque chose ?» Je répondis « Non ». 3 coups de sifflet partirent. La servante cria « On y va !» sortit brusquement, ferma la porte et dégringola l'escalier avec le savoyard. Quand je me vis seul, enfermé, mon cœur se serra d'une si étrange sorte qu'il s'en fallut peu que je ne reprisse le chemin de la Bretagne. Tout ce que j'avais entendu dire de Paris me revenait dans l'esprit. J'étais embarrassé de 100 manières. Je m'aurais voulu coucher et le lit n'était point fait. J'avais faim et je ne savais comment dîner. Je craignais de manquer aux usages. Fallait-il appeler les gens de l'hôtel? Fallait-il descendre? À qui m'adresser? Je me hasardai à mettre la tête à la fenêtre. Je m'aperçus qu'une petite cour intérieure, profonde comme un puits, où passaient et repassaient des gens qui ne songeaient de leur vie aux prisonniers du 3e étage. Je vins me rasseoir auprès de la salle alcôve où je devais coucher, réduit à contempler les personnages de papier peint qui en tapissaient l'intérieur.
Un bruit lointain de voix se fait entendre, augmente, approche, ma porte s'ouvre, entre mon frère et un de mes cousins, fils d'une sœur de ma mère qui avait fait un assez mauvais mariage. Madame Rose avait pourtant eu pitié du bonnet. Elle avait fait dire à mon frère, dont elle avait eu l'adresse à Rennes, que j'étais arrivé à Paris. Mon frère m'embrassa. Mon cousin Moreau était grand et gros homme, tout barbouillé de tabac, mangeant comme un ogre, parlant beaucoup, toujours trottant, soufflant, étouffant, la bouche entr'ouverte, la langue à moitié tirée, connaissant toute la terre, vivant dans les tripots, les antichambres et les salons. « Allons, chevalier, s'écria-t-il, vous voilà à Paris, je vais vous mener chez madame de Châtenay. » Voilà. Bon, alors, évidemment, quelques-uns là, de l'autre côté du petit œil noir qui se disent déjà bah, « Dis donc, le gars, sans Saint-Simon, il n'y aurait pas ça. » Bah ouais, mais bon, Saint-Simon, Flaubert l'a lu et relu, et Proust l'a lu et relu, et tant d'autres. Chateaubriand, c'est peut-être le premier à poser Saint-Simon comme outil d'excavation de la prose française. Alors piste, parce que justement on n'a pas le droit de les multiplier. Évidemment, ce qui structure aussi, par exemple, c'est le binôme avec Napoléon. Deux destins totalement symétriques, totalement contraires d'identification. Mais quand Napoléon va mourir, par exemple, Napoléon finit à Sainte-Hélène, vous le saviez. On a tous chanté ça, lui a crevé le bidon. Vaine parole, mieux que personne, j'en sens l'inutilité. Le chapitre, c'est pour ça que je voulais le lire, s'appelle « Inutilité des vérités ci-dessus exposées ». Est-ce qu'aucun de nous, on n'est jamais sorti de ce schéma de l'inutilité des vérités vainement exposées? Vaine parole. Mieux que personne, j'en sens l'inutilité. Désormais, toute observation, si modérée qu'elle soit, est réputée profanatrice. Il faut du courage pour oser braver les cris du vulgaire, pour ne pas craindre de se faire traiter d'intelligence bornée, incapable de comprendre et de sentir le génie de Napoléon, par la seule raison qu'au milieu de l'admiration vive et vraie que l'on professe pour lui, on ne peut néanmoins encenser toutes ses imperfections. Le monde appartient à Bonaparte, ce que le ravageur n'avait pu achever de conquérir. Sa renommée l'usurpe. Vivant, il a manqué le monde, mort, il le possède. Vous avez beau réclamer, les générations passent sans vous écouter. L'Antiquité fait dire à l'ombre du fils de Priam, ne juge pas Hector d'après sa petite tombe, l'Iliade, Homère, les Grecs en fuite. Voilà mon sépulcre, je suis enterré. Sous toutes ces grandes actions, Bonaparte n'est plus le vrai Bonaparte. C'est une figure légendaire, composée des lubies du poète, des devis du soldat et des contes du peuple. C'est le Charlemagne et l'Alexandre des épopées du Moyen-Âge que nous voyons aujourd'hui. Ce héros fantastique restera le personnage réel, les autres portraits disparaîtront. L'interrogation sur le réel, elle est toujours là. Alors, qu'est-ce qui fait que les mémoires d'outre-tombe, ça reste un truc tellement vivant. Tout Chateaubriand, hein. La vie de Rancé, vous connaissez la vie de Rancé. Et puis les martyrs, vous connaissez les martyrs. Même dans ces machins du christianisme, il y a tellement à prendre. Les tombes des modestes, un chapitre s'appelle comme ça. Puis itinéraire de Paris à Jérusalem, à Chateaubriand, il a rendez-vous avec une dame, mais il doit dégager 3 semaines dans sa vie. Donc il prévoit de faire un livre qui sera le journal de son voyage de Paris à Jérusalem, avec lui un domestique fort en cheval. Quand il faut aller voir un truc, lui il continue tout droit, le domestique va voir le truc, lui dit à quoi ça ressemble, et puis pendant ce temps-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit. Il arrive sur la mer morte, il prend une petite bouteille, il prend de l'eau du Jourdain, et à cheval, pépé, blanc les Indiens, on est reparti de l'autre côté. Et puis résultat, dans le livre, il est censé arriver à Madrid le 20 de tel mois, en fait il y est depuis le 2, et puis il a pu s'écouler un peu du bon temps. Et puis vous, quand vous lisez Itinéraire de Paris à Jérusalem, oh, quel road movie. Bon, Mémoire d'outre-tombe, c'est justement parce qu'il y a 3 livres dedans. Ou du moins 3 instances, ou du moins 3 mécaniques, ou du moins une mécanique en 3 rouages qui fonctionnent là-dedans. Le premier rouage, Monsieur de Chateaubriand, puissant au long de la Restauration, dans ses différentes ambassades, parce qu'à Berlin on se couche tôt, il n'y a rien à faire à Berlin, raconte l'histoire de sa vie présente, et en boîte,
justement les réminiscences, la vallée aux loups qui vous renvoie par le bruit des chouettes à cette enfance de Combourg, et puis une histoire linéaire de sa vie, c'est-à-dire les 15 ou 20 ans que je n'ai même pas révisé, qui met à l'écrire et qui reprennent les 30 ans ou 40 ans qu'il y avait eu avant. Donc c'est deux nappes chronologiques emboîtées, avec à l'intérieur de ça, attendez que je retrouve le mot, c'est trop magnifique. Ouais, par exemple, il y a des choses qu'il appelle intervalles. On met des compléments, on met des promenades, on met des mémoires, et puis on va mettre aussi des incidences. C'est-à-dire que non seulement il y a cette mécanique des deux chronologies, mais dans ces chronologies, il y a des horizontales. Incidence, promenade, intervalle. Alors, vous me direz, t'en oublies une, mec, c'est quoi la troisième? La troisième, c'est que c'est justement outre-tombe. C'est-à-dire que moi, lecteur, peux venir là parce que j'ai accès au livre, parce que depuis sa mort, et depuis qu'il repose au Grand B face à Saint-Malo, face au large, eh bien, on a tous le droit de venir lire ce livre, mais parce qu'on a accepté avec lui personnellement ce contrat initial. On le lit d'outre-tombe. Et ça, c'est la troisième instance. Alors, pour moi, il y avait un but, revenir à Lucile, la mort de Lucile. Et puis, entre-temps, je voulais prendre un autre petit exemple de l'écriture de Chateaubriand. Ce qui fait que ces scènes qui vont trouer verticalement, le grand récit continu. Et le grand récit continu, il est passionnant, parce que l'arrivée à Berlin, l'arrivée à Prague, le séjour dans Londres, on a une épaisseur qui nous donne aussi la ville dans cet immense désordre de la Révolution, des batailles, de l'ascension napoléonienne. Et donc l'arrivée dans Prague, l'arrivée dans Berlin sont aussi des choses parfaitement modernes. On s'en fout qu'elles soient modernes, mais c'est parce qu'elles nous aident à déchiffrer ce qui se passe pour nous quand on débarque d'un avion et qu'on arrive à Tokyo. J'exagère, pas tant que ça. Par contre, ces scènes pointues, ces scènes qui percent, alors laquelle par exemple? Par exemple, l'exhumation de Marie-Antoinette. On est en 1815. Ça y est, c'est fini les 100 jours. Napoléon évacué. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va dans l'ossuaire où on a rassemblé tous les ossements des rois de Saint-Denis, tous ensemble, et puis où on a jeté le dernier, Louis XVI, avec Marie-Antoinette. Et le petit vicomte, quand il est arrivé en Bretagne, son frère a obtenu qu'il se rende à Versailles, soit présenté au roi, avec une scène de chasse. Bon, que ce soit vrai, pas vrai, c'est pareil, pas d'importance. Croise Marie-Antoinette, mais il n'y a rien qui se passe. Par contre, ensuite, vous savez, quand commence ces désordres à Paris, c'est invivable. Il revient en Bretagne. Et puis, quand à Paris, c'est l'insurrection, que la famille est en danger, vous savez qu'il verra la tête décapitée de son frère. Il y a le retour à Paris. Et là, dans le retour, c'est cette affaire où Necker est chassé, rétabli, et puis le peuple qui s'empare de Marie-Antoinette. Et là, il y a ce moment où Chateaubriand la croise, elle et le petit dauphin, qui partent pour être détenus à Paris. Et c'est juste... Alors attendez, je prends mon temps parce que c'est un tout petit peu compliqué, mais ce que j'ai trouvé, c'est de ce matin. J'aurais jamais pensé ça. La reine passa avec ses 2 enfants. Leur chevelure blonde semblait attendre des couronnes. Madame la duchesse d'Angoulême, âgée de 11 ans, attirait les yeux par un orgueil virginal. Belle de la noblesse, du rang et de l'innocence de la jeune fille, elle semblait dire comme la fleur d'oranger de Corneille dans la guirlande de Julie « J'ai la pompe de ma naissance ». Le petit dauphin marchait sous la protection de sa sœur, et M. du Toucher suivait son élève. Il m'aperçut et me montra obligeamment à la reine. Elle me fit, en me jetant un regard avec un sourire, ce salut gracieux qu'elle m'avait déjà fait le jour de ma présentation. Je n'oublierai jamais ce regard qui devait s'éteindre sitôt. Marie-Antoinette, en souriant, dessina si bien la forme de sa bouche que le souvenir de ce sourire, chose effroyable, me fit reconnaître la mâchoire de la fille des rois quand on découvrit la tête de l'infortuné dans les exhumations de 1815.
Eh bien ça, ce passage, je pense que quiconque a lu les Mémoires d'Outre-Tombe, ou parcouru, ou promené, ou s'est promené dans les Mémoires d'Outre-Tombe, évidemment, on prend en pleine gueule, on s'en souvient. Mais c'est rien, c'est-à-dire le précepteur qui montre à Marie-Antoinette, ouais, celui-là, il faut rappeler de lui. Il y a de la solidarité, il y a un truc. Et là, la tension du visage fait que ce rictus du sourire le marque. Et on est livre 5, chapitre 8. Ensuite, alors moi, quand je me suis dit, je vais enregistrer mon truc, il faut que je retrouve ce passage de l'exhumation, je vais où chronologiquement se passe l'exhumation. Alors on s'en va directement, livre 22e, chapitre 25, donc on est loin, loin, loin après, exhumation des restes de Louis XVI, 1er 21 janvier à Saint-Denis. Juste quelques lignes. Puisque j'ai parlé de ces cérémonies funèbres qui souvent se répétèrent, je vous dirai le cauchemar dont j'étais oppressé quand, après la cérémonie finie, je me promenais le soir dans la basilique à demi détendue. Que je songeasse à la vanité des grandeurs humaines parmi ces tombeaux dévastés, cela va de suite. Morale vulgaire qui sortait du spectacle même, mais mon esprit ne s'arrêtait pas là. Je perçais jusqu'à la nature de l'homme. Tout est-il vide et absence dans la région des sépulcres? N'y a-t-il rien dans ce rien? N'est-il point d'existence de néant, des pensées de poussière? Ces ossements n'ont-ils point des modes de vie qu'on ignore? Qui sait les passions, les plaisirs, les embrassements de ces morts? Les choses qu'ils ont rêvées, crues, attendues, sont-elles comme eux des idéalités engouffrées pêle-mêle avec eux? Songes, avenir, joie, douleur, liberté, esclavage, puissances et faiblesses, crimes et vertus, honneurs et infamies, richesses et misères, talents, génie, intelligence, gloire. Êtes-vous des perceptions d'un moment, perceptions passées avec les crânes détruits dans lesquels elles s'engendrèrent avec le sein anéanti où jadis battit un cœur? Et ce qui est très étrange dans ce passage, c'est qu'effectivement, là, en revenant ou dans la chronologie directe de Chateaubriand, on est le jour où se passe l'exhumation, eh bien, non, il n'y a rien qui concerne Marie-Antoinette. Là, tout d'un coup, je commence à paniquer. J'ai inventé ce truc. Si on prend directement le début du chapitre, pourtant, je ne me trompais pas, c'était là. Le 18 janvier furent exhumés les restes de Marie-Antoinette et de Louis XVI. J'assistais à cette exhumation dans le cimetière où Fontaine et Percier ont élevé depuis, à la pieuse voix de Madame la Dauphine et à l'imitation d'une église sépulcrale de Rimini, le monument peut-être le plus remarquable de Paris. Ce cloître, formé d'un enchaînement de tombeaux, saisit l'imagination et la remplit de tristesse. Dans le livre 4 de ses mémoires, j'ai parlé des exhumations de 1815. Au milieu des ossements, je reconnus la tête de la reine par le sourire que cette tête m'avait adressé à Versailles. Et donc je ne me trompais pas. Mais quand on va à livre 4, c'est quoi livre 4? C'est la première rencontre à Versailles. Il la voit passer, il n'y a rien, il ne lui est même pas présenté. Donc Chateaubriand lui-même se trompe. Il a croisé 2 fois Marie-Antoinette, il censure la 2e fois où il prend ça. Et par contre, quand vous revenez et que vous vous dites mais comment Chateaubriand peut se tromper sur son propre truc, puis même chapitre 5, vous avez vu, il y a juste ce rictus de sourire, et moi il n'y avait pas la phrase dont je me souvenais, je la reprends à l'ordi là juste à côté, allume-toi, machin truc. Les 18 et 19 janvier 1815, en exécution des ordres du roi Louis XVIII, il fut procédé dans le cimetière de la Madeleine à la recherche des restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Chateaubriand était présent. Le 9 janvier 1846, à la Chambre des Pairs, dans son discours sur la résolution de la Chambre des députés relative au deuil général du 21 janvier, il prononça les paroles suivantes. « J'ai vu, messieurs, les ossements de Louis XVI, mêlés dans la fosse ouverte avec la chaux vive qui avait consumé les chairs, mais qui n'a pu faire disparaître le crime. J'ai vu le squelette de Marie-Antoinette intact à l'abri d'une espèce de voûte qui s'était formée au-dessus d'elle comme par miracle. La tête seule était déplacée, et dans la forme de cette tête, on pourrait encore reconnaître, ô Providence, les traits où respirait avec la grâce d'une femme toute la majesté d'une reine. Voilà ce que j'ai vu, messieurs.
Voilà les souvenirs pour lesquels nous n'aurons jamais assez de larmes. Alors évidemment, il y a toujours ce lyrisme, etc. Mais ce passage, c'est-à-dire que vous, quand vous lisez, vous prenez la note avec là où on a vraiment l'ossement, et puis ce squelette avec le crâne un tout petit peu dans la chaux, il n'y a plus que les os, mais la tête est déplacée par rapport à ce squelette qui, lui, était resté intact et non pas tout chariboulé comme celui de son époux. Et puis, en même temps, le jour de l'exhumation, il ne revient pas sur ces images. Et si vous envoyez au chapitre 4, eh bien, il n'y a rien. Chateaubriand s'est trompé. Et donc, l'image qui se forme et qui reste, elle vient d'une déclaration publique qui est insérée dans, évidemment, ce que personne ne va lire. Ça s'appelle comment? Les œuvres complètes, tome 23, Opinions et discours, page 78. Vous voyez bien que les opinions et discours de Chateaubriand, on n'est pas nombreux à les avoir parcourus. Par contre, l'image, elle est restée. Par contre, soi-même, on s'imagine rétrospectivement qu'elle est dans le cœur même des mémoires d'outre-tombe, et que, paradoxe quand on va chercher, c'est découvrir que Chateaubriand lui-même l'a isolée et mise, et se trompe entre le livre 4 et le livre 5 sur cette image qui reste fameuse, c'est-à-dire reconnaître dans le crâne le rictus d'une bouche. Pas plus. Alors pourquoi Lucile? Parce que mort de Madame de Caux. Une grande et nouvelle douleur m'a surpris à Villeneuve. Pour vous la raconter, il faut retourner quelques mois en arrière de mon voyage en Suisse. J'habitais encore la maison de la rue Miroménil lorsque dans l'automne de 1804, Madame de Caux vint à Paris. La mort de Madame de Beaumont avait achevé d'altérer la raison de ma sœur. Peu s'en fallait qu'elle ne crût pas à cette mort, qu'elle ne soupçonnât du mystère dans cette disparition, ou qu'elle ne rangeât le ciel au nombre des ennemis qui se jouaient de ses maux. Elle n'avait rien. Je lui avais choisi un appartement rue Caumartin, en la trompant sur le prix de la location et sur les arrangements que je lui fis prendre avec un restaurateur, comme une flamme prête à s'éteindre. Son génie jetait la plus vive lumière, elle en était tout éclairée, elle traçait quelques lignes qu'elle livrait au feu, ou bien qu'elle copiait dans des ouvrages quelques pensées, ou bien elle copiait dans des ouvrages quelques pensées en harmonie avec la disposition de son âme. Elle ne resta pas longtemps rue Caumartin, elle alla demeurer aux Dames Saint-Michel, rue du Faubourg Saint-Jacques. Madame de Navarre était supérieure du couvent, Lucile avait une petite cellule avec vue sur le jardin. Je remarquai qu'elle suivait des yeux avec je ne sais quel désir sombre les religieuses qui se promenaient dans l'enclos autour des carrés de légumes. On devinait qu'elle enviait la sainte, qu'elle allait par-delà. Elle aspirait à l'ange. Je sanctifierai ses mémoires en y déposant comme des reliques ces billets de Madame de Caux, avant qu'elle eût pris son vol vers sa patrie éternelle. Bonjour mon ami, de quelle couleur sont tes idées ce matin? Pour moi, je me rappelle que la seule personne qui put me soulager quand je craignais pour la vie de Madame de Farcy fut celle, la grande sœur, qui me dit « Mais il est dans l'ordre des choses possibles que vous mouriez avant elle. Pouvait-on frapper plus juste? Il n'est rien tel, mon ami, que l'idée de la mort pour nous débarrasser de l'avenir. Je me hâte de te débarrasser de moi ce matin, car je me sens trop en train de dire de belles choses. Bonjour, mon pauvre frère, tiens-toi en joie. » Comme ce soir je souffre beaucoup de la tête, je viens tout simplement au hasard de t'écrire quelques pensées de Fénelon pour remplir mon engagement. On est bien à l'étroit quand on se renferme au-dedans de soi. Au contraire, on est bien au large quand on sort de cette prison pour entrer dans l'immensité de Dieu. Nous retrouverons bientôt ce que nous avons perdu. Nous en approchons tous les jours à grands pas. Encore un peu, il n'y aura plus de quoi pleurer. C'est nous qui mourrons. Ce que nous aimons vit et ne mourra point. Il y en a un paquet. Ça a été édité avec une belle préface de monsieur Anatole France. Elle a écrit des contes aussi, Lucile, et puis bon, elle brûlait ces trucs. Moi, ce qui me choque, c'est quoi? Alors évidemment, le trauma. Le père est mort, la Révolution a tué les autres. La grande sœur est morte. Elle a vu Madame de Beaumont, c'était son amie la plus proche. Elle est devenue l'amante de son frère. Mort de Madame de Beaumont. Paris, 1838. On est dans livre 15e, chapitre 4. La veille de sa fin, jeudi 3 novembre,
Elle parut plus tranquille. Elle me parla d'arrangement de fortune et me dit à propos de son testament que tout était fini, mais que tout était à faire, et qu'elle aurait désiré seulement avoir 2 heures pour s'occuper de cela. Le soir, le médecin m'avertit qu'il se croyait obligé de prévenir la malade, qu'il était temps de songer à mettre ordre à sa conscience. J'eus un moment de faiblesse. La crainte de précipiter par l'appareil de la mort le peu d'instants que madame de Beaumont avait encore à vivre m'accabla. Je m'emportai contre le médecin, puis le suppliai d'attendre au moins jusqu'au lendemain. Ma nuit fut cruelle avec le secret que j'avais dans le sein. La malade ne me permit pas de la passer dans sa chambre. Je demeurai en dehors, tremblant, à tous les bruits que j'entendais. Quand on entrouvrait la porte, j'apercevais la clarté débile d'une veilleuse qui s'éteignait. Le vendredi 4 novembre, j'entrai, suivi du médecin. Madame de Beaumont s'aperçut de mon trouble. Elle me dit « Pourquoi êtes-vous comme cela? J'ai passé une bonne nuit. » Le médecin affecta alors de me dire tout haut qu'il désirait m'entretenir dans la chambre voisine. Je sortis. Quand je rentrai, je ne savais plus si j'existais. Madame de Beaumont me demanda ce que me voulait le médecin. Je me jetai au bord de son lit en fondant en larmes. Elle fut un moment sans parler, me regarda, me dit d'une voix ferme, comme si elle eût voulu me donner de la force. Je ne croyais pas que c'eût été tout à fait aussi prompte. Alors, il faut bien vous dire adieu. Appelez l'abbé de Bonnevie, etc., etc. Entre 2 et 3 heures de l'après-midi, madame de Beaumont demanda à changer de lit à madame Saint-Germain, vieille femme de chambre espagnole qui la servait avec une affection digne d'une aussi bonne maîtresse. Le médecin s'y opposa dans la crainte que madame de Beaumont n'expirât pendant le transport. Alors elle me dit qu'elle sentait l'approche de l'agonie. Tout à coup, elle retira sa couverture, me tendit une main, serra la mienne avec contraction. Ses yeux s'égarèrent. De la main qui restait libre, elle faisait des signes à quelqu'un qu'elle voyait au pied de son lit. Puis, reportant cette main sur sa poitrine, elle disait « C'est là !» Consterné, je lui demandai si elle me reconnaissait. L'ébauche d'un sourire parut au milieu de son égarement. Elle me fit une légère affirmation de tête. Sa parole n'était déjà plus dans ce monde. Les convulsions ne durèrent que quelques minutes. Nous la soutenions dans nos bras, moi, le médecin et la garde. Une de mes mains se trouvait appuyée sur son cœur qui touchait à ses légers ossements. Il palpitait avec rapidité comme une montre qui dévie de sa chaîne brisée. Au moment d'horreur et d'effroi, je le sentis s'arrêter. Nous inclinâmes sur son oreiller la femme, arrivée au repos. Elle pencha la tête, quelques boucles de ses cheveux déroulés tombaient sur son front, ses yeux étaient fermés, la nuit éternelle était descendue. Le médecin présenta un miroir et une lumière à la bouche de l'étrangère. Le miroir ne fut point terni du souffle de la vie, et la lumière resta immobile. Tout était fini. Il s'agit de jeunes femmes qui viennent de traverser 10 ans, 15 ans de la mort continue autour d'elles. Et pourquoi elle s'appelle Madame de Caux, Lucille? Parce que en 1798, en pleine Révolution, on a passé la terreur, mais tout est cassé, démoli. On trouve un vieux bonhomme, ce monsieur de Caux. On la marie à ce vieux bonhomme. Il n'est même pas sûr qu'il se soit vu, si sans doute, pour le mariage. Il meurt 15 mois plus tard. Au moins, n'a-t-elle pas dû subir d'horreur de ce point de vue? Est-on sûr? Comment peut-on le savoir? Ensuite, il y a un ami relativement proche de Chateaubriand, qui est poète, écrivain mineur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il s'appelle Chêne Dolé. Chêne Dolé la demande en mariage. Elle accepte et elle dit « Mais je ne peux pas me marier avec vous. » Qu'est-ce qui fait que Chêne Dolé, l'amitié va rester jusqu'au bout, la pression, l'insistance. C'est un chouette gars, et on le voit dans les échanges épistolaires avec le frère, il l'aime vraiment, et il l'aime aussi pour ce que les autres ne lui concèdent pas à Lucille, qu'elle est écrivain. Et elle préfère dilater, c'est-à-dire elle se considère comme l'épouse réelle et vraie de Chêne Dolé, mais elle ne laissera jamais rien approcher. Est-ce que ça a à voir avec le mariage forcé avec ce vieux pour soi-disant la protéger d'un nom qui soit moins sulfureux que celui des Chateaubriand? Et puis après, surtout cette chose-là, la raison de ma sœur commençait de s'égarer. Mais il n'y a rien qui puisse attester en quoi que ce soit que Lucille, à part ce truc, cette précarité à laquelle elle est réduite,
quand on lit ce qu'elle écrit, quand on lit les discours qui sont rapportés, pas par Chateaubriand seul, par Chêne Dolay, c'est-à-dire on a plusieurs témoins qui attestent des paroles, de la pensée, de l'obstination de Lucile. Elle a 38 ans, elle se suicide. Plus personne aujourd'hui pour mettre ça en cause. Alors il y a quoi derrière le suicide? Si on sait qu'à côté il y a Chêne Dolay, si on sait que de l'autre côté il y a ces écritures tellement belles qu'elle laisse. Moi je fais juste ici des petites incursions. Je me dis que sur la longueur je reviendrai visiter cette question du style Chateaubriand. Est-ce que c'est une machine à amplifier? Est-ce que c'est une machine à délirer, ou est-ce que c'est simplement où est sans arrêt cette frontière entre le lyrisme et les choses, le réel, la place de soi et se présenter soi-même comme sans arrêt brûlé, détruit, alors même que c'est les autres qui meurent. Et puis il y a Lucile, toujours pas réhabilitée. Je pense qu'aujourd'hui on est dans un énorme mouvement d'aller relire l'histoire. Chateaubriand, c'est pas un plouc de ce côté-là. Ce qu'il dit sur Madame de Staël, par exemple, sur l'écriture de Madame de Staël. C'est quelqu'un qui sait faire honneur. Et pour sa sœur, il y a eu autre chose. Il sait ce qu'il lui doit. Qu'est-ce qui fait qu'à Lucile, on n'a pas laissé le droit d'œuvre et qu'à un moment donné, mariage avec ce vieux homme, puis ensuite l'amour qu'elle refuse à Chêne Dolay, et puis à 38 ans préférer le suicide. C'est facile de dire la raison de ma sœur, c'était égaré. Ce sera juste ça le post-scriptum. Une ligne foudroyante m'apprenait la mort subite de Lucile. J'ai pris soin de beaucoup de tombeaux dans ma vie, il était de mon sort et de la destinée de ma sœur que ses cendres fussent jetées au ciel. Je n'étais point à Paris au moment de sa mort, je n'y avais aucun parent, retenu à Villeneuve par l'état périlleux de ma femme. Je ne pus courir à des restes sacrés, des ordres transmis de loin arrivèrent trop tard pour prévenir une immunation commune. Lucile était ignorée et n'avait pas un ami. Elle n'était connue que du vieux serviteur de Madame de Beaumont, comme s'il eût été chargé de lier les deux destinées. Il suivit seul le cercueil délaissé. Il était mort lui-même avant que les souffrances de Madame de Chateaubriand me permissent de la ramener à Paris. Ma sœur fut enterrée parmi les pauvres. Dans quel cimetière fut-elle déposée? Dans quel flot immobile d'un océan de mort fut-elle engloutie? Dans quelle maison expira-t-elle au sortir de la communauté des dames de Saint-Michel, quand en faisant des recherches, quand en compulsant les archives des municipalités, les registres des paroisses, je rencontrerai le nom de ma sœur? À quoi cela me servirait-il? Retrouverai-je le même gardien de l'enclos funèbre? Retrouverai-je celui qui creusa une fosse demeurée sans nom et sans étiquette? Les mains rudes qui touchèrent les dernières, une argile si pure, en aurait-elle gardé le souvenir? Quel nomenclateur des ombres m'indiquerait la tombe effacée? Ne pourrait-il pas se tromper de poussière, puisque le ciel l'a voulu, que Lucile soit à jamais perdue? Je trouve dans cette absence Dieu aura bien su reconnaître ma sœur, et elle, qui tenait si peu à la terre, n'y devait point laisser de traces. Elle m'a quitté, cette sainte de génie. Je n'ai pas été un seul jour sans la pleurer. Lucile aimait à se cacher. Je lui ai fait une solitude dans mon cœur. Elle n'en sortira que quand j'aurai cessé de vivre. Dimanche prochain. Bonne journée quand même.